Bonjour, je vous remercie d'être présent et présente aujourd'hui pour cette table ronde qui est le deuxième événement de la Semaine du son de l'UNESCO Canada et qui, vu les circonstances, a pris une forme virtuelle. L'enjeu de cette semaine est une occasion unique de réfléchir sur les multiples dimensions du son, qu'elles soient pédagogiques, artistiques, environnementales, sanitaires ou autres. Ce concept donc, de la Semaine du son a été initié par Christian Hugonnet en France en 1998 et c'est un honneur de pouvoir l'exporter sur le continent nord-américain, à savoir le Canada et pour cette édition donc le Québec. Mais avant de commencer, je vous présente Emmanuelle Lisère qui sera notre médiatrice pour animer cette table ronde dont le thème est les enjeux du sonore dans l'éducation. Emmanuelle Lisère est diplômée en musique, musicologie, art-thérapie, psychopédagogie. Elle est également créatrice de spectacles musicaux pour enfants et a collaboré entre autres avec l'IRCAM et le Centre Georges Pompidou. Très investie dans les musiques nouvelles et la médiation culturelle, elle est actuellement la directrice artistique du Vivier ici à Montréal. Et donc Emmanuelle, je te laisse la parole pour la suite. Merci Pascal. Bonsoir à tous. Donc ravie de vous accueillir pour cette table ronde. On est tous réunis ce soir pour justement questionner cette place du son et de l'écoute dans le milieu scolaire. Alors avec nous ce soir, Romain Dumoulin, donc qui est acousticien, notamment actuellement au Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie de l'Université McGill. Mais je sais que Romain a fait beaucoup de choses justement sur la question sonore, il était très engagé justement sur ces problématiques hors du milieu scolaire, mais il nous en dira plus tout à l'heure. Nous avons également avec nous Vincent Bouchard-Valentine, qui est professeur d'éducation musicale à l'UQAM en recherche sur l'écologie sonore et notamment en milieu scolaire depuis de nombreuses années. On reviendra justement sur ces différents projets. Nous avons également avec nous Ingrid Verdwick, qui est professeure adjointe de l'école d'orthophonie et d'audiologie, qui est très investie dans des projets, notamment avec le GRAP, dont on reviendra également tout à l'heure sur ce que c'est que ce GRAP. Et également avec nous une personne complètement au cœur du sujet, puisque nous avons avec nous Valérie Restrepo, directrice de l'école primaire du CIMP, donc au cœur de cette problématique. Alors, j'ai envie de commencer justement, Valérie Restrepo. Quand on est directrice d'une école primaire, est-ce que le sonore est une priorité? Est-ce qu'on envisage tout de suite de s'attaquer à cette question-là, où il y a tellement d'autres choses qui sont présentes dans une vie de directrice d'école? Alors oui, le sonore devrait être une priorité, hein. Ça fait voilà, maintenant près de 25 ans que je travaille dans les écoles. L'univers sonore dans lequel nous travaillons tous, que ce soit les professeurs comme les enfants, est un univers évidemment très bruyant. Surtout à certains moments, les moments collectifs, je pense aux moments de repas, au moment des récréations, au moment des mouvements dans les couloirs, encore plus présent au CIMF parce que c'est une grande école. Alors, il devrait faire partie de nos priorités et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il en faisait partie, hein, puisqu'on a on a des petits trucs, comme on dit, avec les enfants pour leur demander de chuchoter, par exemple. Il y a des consignes pour le vivre ensemble, hein, tout simplement, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on ne s'était jamais posé la question telle que l'a amenée Pascal quand elle est arrivée à l'école. Et voilà, et je suis ravie de cette collaboration avec elle qui nous fait prendre conscience qu'on peut agir sur cet environnement sonore pour le bien-être de tout le monde. Alors, je vais lancer parce que Pascal Godet, qui nous a accueillis tout à l'heure, enseignante donc en éducation musicale et en chant choral, mais également chercheuse à l'UQAM justement sur cette question de l'environnement sonore en milieu scolaire. Pascal, donc, tu vois, tu as cette dominante, tu es musicienne aussi, donc arrivant dans cette école, il y a encore une plus grande
prédisposition à se dire, mais j'arrive là et c'est mon univers à moi, et comment je vais aborder cet aspect-là, comment je vais transmettre ce qui te semble peut-être ça submergeait. Comment on procède justement pour entrer en contact avec des enseignants, une direction, pour aborder cette question du sonore, parce que finalement, pourquoi il y a un problème, vraiment, c'est le bruit, c'est d'où vient cette question-là, par où l'as-tu abordée? En fait, quand je suis arrivée au Collège international Marie de France en septembre 2016, donc j'ai pris mes fonctions d'enseignante, j'ai été frappée par la pollution sonore. En fait, c'est le premier élément qui m'a frappée. Donc, en concertation avec Valérie, je lui ai proposé d'agir sur cette pollution sonore. Mais étant également musicienne et artiste, de par, on va dire, l'instruction que j'ai eu accès aussi à des domaines musicaux qui permettaient dans la pédagogie d'introduire justement cette notion, par exemple, de bruit, qui est une notion qui est toujours négative, en fait, qui est toujours présentée de façon négative. Et donc, j'ai réfléchi pour proposer un projet qui, certes, préviendrait de la pollution sonore, aiderait du moins une conscientisation générale, mais il était aussi important pour moi, d'un point de vue pédagogique, d'apprendre aux enfants à écouter autrement, c'est-à-dire à pouvoir goûter au son. C'est bien de s'en protéger, mais c'est bien aussi de savoir comment il fonctionne pour réapprendre au moins à utiliser le sens qu'est l'ouïe et à s'en servir en complément de la vue. Donc en fait, la démarche avec Valérie, ça a été d'abord de partir des enfants, donc d'introduire toutes ces dimensions-là avec les enfants, que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue acoustique, d'un point de vue artistique. Et puis ensuite, par ricochet, en fait, sensibiliser la communauté éducative dans son ensemble. Et pour quelle raison, en fait, on va crier cette sirène d'alarme? Et là, j'ai envie de me tourner vers Ingrid, parce qu'en fait, par ton approche justement d'être au cœur de l'orthophonie et de l'audiologie, est-ce qu'il y a des signaux d'alarme qui sont tirés, et de quelle manière on a pu venir vers toi par rapport à cette question du sonore, justement, parce que là, il y a une musicienne, une professeure qui dit « Oh là, je sais », mais pour toi, c'est venu de quelle manière, justement? Oui, mais oui, en tant qu'orthophoniste, moi, je travaille avec les enseignants qui sont en milieu scolaire et qui développent des troubles de la voix, notamment, parce qu'ils se retrouvent dans des milieux très bruités, dans lesquels ils doivent communiquer. Ils ne doivent pas communiquer n'importe quoi, ils doivent communiquer des nouvelles connaissances, ils doivent communiquer affectivement aussi avec les élèves. Ce n'est pas juste des informations qu'ils doivent transmettre, c'est des choses beaucoup plus larges que ça. Donc, ils sont constamment dans un... ce sont des personnes qui ont une charge vocale extrêmement élevée et qui devient d'autant plus élevée parce qu'ils parlent dans le bruit. Et en tant qu'orthophoniste, on travaille aussi avec les élèves et les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage notamment. Les élèves qui sont déjà fragiles parce qu'ils ont des troubles de l'audition, même si c'est des troubles légers, des troubles de la concentration, ou tout simplement des élèves qui ont une langue première qui est autre que le français. Et tous ces élèves-là, quand ils se retrouvent dans des milieux bruités, et qui doivent s'approprier une information vocale, eh bien, ça leur crée des problèmes, ça leur crée des problèmes d'apprentissage. Alors, pas seulement chez ces élèves-là, chez tous les élèves, mais spécialement chez les élèves qui ont ce type de difficultés. Donc, c'est pour cette raison-là que, en tant qu'orthophoniste, je m'intéresse au son et au bruit, au paysage sonore dans les écoles. J'ai un background de musicienne aussi. Donc, le bruit en tant qu'objet ou le son en tant qu'objet m'intéresse énormément aussi. Et voilà, est-ce que ça répond à ta question, Emmanuel? Oui. On va reparler après justement de projets que tu as pu développer. Mais j'ai envie d'aller pousser plus loin parce qu'en fait, ça pose quelque part une question aussi de
qu'est-ce qu'on place au niveau de la prise en compte de notre environnement sonore. Alors, on sait que dans les années 70, M. Murray Schafer a développé toute son approche du paysage sonore, de l'écologie sonore. Ça fait son chemin petit à petit, mais aujourd'hui, où on en est et jusqu'où on a poussé les choses? Est-ce qu'il y a vraiment une prise en compte? Et là, j'aurais envie de me tourner justement vers Romain, parce qu'en fait, donc, tu as eu vraiment ces approches en tant que presque inspecteur du son, peut-être, pour régler des litiges. Mais là, tu arrives vraiment, même dans le cadre de la ville de Montréal, de travailler vraiment sur cette idée de la ville sonore. Donc, est-ce qu'il y aurait une prise en compte? Est-ce qu'on pourrait faire un électrochoc par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait avoir une prise en compte de l'univers sonore dans lequel on vit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre société? Je pense que commencer à parler du paysage sonore, ça serait vraiment la cerise sur le sundae, malheureusement. Enfin, là, je parle à l'échelle de la ville, hein, parce qu'au niveau pour parler avec des enfants, c'est peut-être l'approche qu'il faudrait considérer au lieu de parler de quelque chose de très binaire, le bruit, les enjeux du bruit. Mais si on veut vraiment réduire le bruit, et en fait, si on veut améliorer l'environnement sonore, malheureusement, il faudrait commencer quand même par réduire le bruit. Et donc s'attaquer à des choses qui sont un peu moins subtiles que la considération de l'environnement sonore, plus comme un soundscape ou comme en parle Murray Schafer, parce qu'on est dans des environnements extérieurs qui sont trop bruyants. Après, on peut amener des approches de paysage sonore dans des politiques de bruit, par exemple. Par exemple, la notion de zone calme, c'est une notion qui est très pertinente, qui est implémentée dans les réglementations européennes, qui est une approche qui va à l'encontre de la réduction du bruit, du contrôle du bruit, qui vient des principes de paysage sonore et qui peuvent être mis en application. Mais globalement, je pense quand même que c'est ça, tous les enjeux. Puis là, je ne parle même pas du bruit à l'intérieur des écoles, mais je parle de la pollution sonore en général, le trafic routier, le bruit industriel. Ça demande, c'est ça, une action ça demande des réglementations et ça demande des politiques de la ville. Et donc, Vincent Bouchard-Valentine, tu t'es intéressé vraiment à cette notion relative à l'environnement, notamment, et dans l'éducation. Comment ce volet qui est très large finalement dans notre société, comment on peut y rentrer au microcosme de l'école, justement? Comment on va pouvoir développer quelque chose? Quelle pourrait être une des premières pistes par rapport à ça? Bien, il y a plusieurs portes d'entrée, mais disons que l'éducation musicale me semble être une façon d'aborder qui est toute naturelle, parce que, évidemment, chaque discipline artistique aborde une relation à l'environnement par un des sens, et la musique, c'est l'ouïe et le rapport au sonore, et on a donc des artistes qui travaillent avec les sons de l'environnement, et on essaie d'utiliser ces œuvres d'art pour s'inspirer et amener les élèves donc à d'abord avoir une relation esthétique avec l'environnement sonore. Ce qu'on cherche à faire, c'est en fait de faire de l'éducation musicale une éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire d'affiner le rapport à l'environnement à travers une relation esthétique à l'environnement. Et vous parliez tout à l'heure de Raymond Murray Schafer, mais c'est vraiment quand même un compositeur important au Canada, mais aussi un pédagogue et à quelque part un visionnaire. Donc, on le présente souvent comme le père de l'écologie sonore. Déjà dans les années 60-70, il travaillait à l'université Simon Fraser sur le concept d'écologie sonore et des soundscapes, etc. Mais à la suite de Schafer, donc, tout le champ des sound studies, qui aujourd'hui est d'une richesse incroyable et tellement vigoureux. Donc, c'est cette impulsion qui a été d'abord donnée par Raymond Murray Schafer. Alors, donc, Schafer, donc, il utilise une analogie qui est très forte, que j'emploie régulièrement. Donc, il dit, imaginons, dans le fond, l'environnement sonore comme si c'était une composition musicale perpétuelle. Alors, qui change constamment au gré de la journée, mais qui
qui ne s'arrête jamais, qui change selon qu'on se déplace d'une pièce à l'autre, qu'on va sur la rue et tout ça. Donc, alors, de cette composition musicale perpétuelle, nous sommes à la fois le public, parce qu'on entend ces sons quotidiennement. Nous sommes à la fois les interprètes, parce que nous produisons des sons, mais aussi, et c'est là que ça devient très intéressant, nous pouvons en devenir les compositeurs. Et à ce moment-là, on va se poser des questions esthétiques par rapport à cet environnement sonore et on va se poser, par exemple, comme question, est-ce que ce que j'entends autour de moi est agréable, est intéressant? Est-ce que je veux conserver cet environnement sonore ou l'améliorer? Donc, chacun des sons qu'on entend dans l'environnement, c'est un peu comme un instrument du grand orchestre du monde et on peut décider de mettre un petit peu plus de sons de ce type, un petit peu plus de sons de l'autre et cette réflexion sur le type de son que nous souhaitons avoir dans notre environnement nous amène à réfléchir à des questions politiques et dans le fond des questions d'urbanisme, des questions de design, parce qu'on peut se demander justement au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Denis à Montréal, je n'entends plus d'oiseaux. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel je veux évoluer? Et là, pourquoi j'entends autant de bruit technologique? Et là, on peut vraiment développer une réflexion critique autour de cet environnement sonore. Alors, Ingrid, tu as été amenée justement à développer un projet qui s'appelle Gestion responsable et autonome des paysages sonores, d'enseignement et partenariat avec les écoles, où justement la question du paysage sonore est centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce projet, justement? Oui, alors c'est un projet qui consiste à explorer avec des enseignants, avec des étudiants, des élèves, du type d'outils qu'eux-mêmes imaginent pouvoir mettre en place dans leur milieu pour mieux gérer le bruit. Donc on a travaillé avec une école à Saint-Jérôme, entre autres, avec des élèves du secondaire et des enseignants du secondaire, mais aussi avec une école de Sherbrooke, sur différentes mesures de gestion sonore qu'ils ont mis en place. Alors, on en est, le projet pas fini du tout. Il est même très fort sur glace pour le moment, comme vous pouvez l'imaginer, avec la situation actuelle. Mais on est occupé pour le moment à analyser des questionnaires auxquels on a plusieurs centaines d'étudiants qui ont répondu sur leur vécu de l'environnement sonore dans leurs écoles. Et quelque chose qui est intéressant, et je pense, je vais revenir sur ce que Romain disait, ce que Vincent disait aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde s'accorde sur la quantité de bruit qu'ils ont à l'école. Donc, si on demande aux étudiants, est-ce que votre école est une école bruyante? En fonction de l'école où ils sont, ils vont dire qu'elle est plus ou moins bruyante et il y a très peu de discrépance entre les différentes réponses. Les avis sont très unanimes sur la quantité de bruit qu'ils ont autour d'eux. Mais quand on va voir est-ce que le bruit est dérangeant, est-ce que c'est quelque chose qui vous embête? Là, les avis sont très divergents. Donc, d'un coup, on n'a plus du tout le même type d'avis. Et donc, ce projet-là nous montre que c'est évidemment rien de nouveau, mais que l'individu est central dans la perception du bruit. Et Vincent, quand tu parlais, j'aime aussi énormément cette analogie de dire qu'on est compositeur de nos paysages sonores. Et puis en tant que compositeur, on peut effectivement avoir une ambition esthétique, mais le fait est que dans les écoles, chaque individu a aussi une intention autre. Donc, il y a d'autres choses qu'on veut communiquer avec le son qu'on fait. Et ces motivations-là, les choses qu'on veut communiquer, qui peuvent être émotionnelles, qui peuvent être le fait de prendre de l'espace,
de se positionner sur une échelle hiérarchique entre en compte aussi au-delà de l'esthétique. J'imagine, Pascal, que tu te frottes à ce type de problématique quand tu essaies de mettre en place des mesures justement de gestion sonore. Donc ça ressort très fort. Essayer de comprendre exactement quels sont les mécanismes et quelles sont les motivations profondes de notre production de son. C'est quelque chose qui ressort comme fort important dans le projet qu'on mène pour le moment. Et puis Romain, tu disais, oui, c'est bien de parler de paysage sonore, mais là on est déjà dans quelque chose de très fin. Alors que si on prend par exemple à l'échelle de la ville, c'est certain qu'on peut être plus noir et blanc et de dire à certains moments, tout simplement, il y a trop de bruit et il faut mettre des régulations. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais quand on arrive dans une école, le fait de simplement mettre des règles, ça ne fonctionne pas entièrement non plus. Donc, si on se remet, moi, mon approche, c'est pas du tout une approche que je pense la seule possible. Je crois qu'il faut tout un tas de mesures pour améliorer notre environnement sonore. Mais l'approche sur laquelle je travaille pour le moment, c'est beaucoup de partir de la personne elle-même et de voir comment est-ce qu'elle, si elle se retrouve dans des environnements où elle n'a pas le pouvoir de moduler son environnement sonore, qu'est-ce qu'elle peut faire pour prendre soin d'elle-même? Comment est-ce qu'elle peut de se rendre compte que là, elle est en saturation sonore? Parce que le fait est aussi qu'il y a certains, surtout chez les plus jeunes, qui ne se rendent pas compte que l'environnement sonore a un impact sur eux. Et puis, quand on leur offre une alternative, on leur offre un lieu plus silencieux ou avec un paysage sonore plus approprié, plus doux, et d'un coup, ils vont se dire « Oh mon Dieu, d'un coup, je vais mieux. » Et donc, en fait, le son m'embêtait. Donc, on travaille, j'y reviendrai plus tard s'il y a plus de temps, sur l'installation de, comme on le fait en ville aussi, Romain, d'espaces calmes que les gens vont pouvoir aller rechercher. Romain réagit qu'il a vraiment, ça le démange. Non, mais en fait, par exemple, la notion de règle, si on doit l'appliquer à l'école, je pense pas du tout. Moi, je pensais pas du tout à une police du bruit, que des gens avec des. Par exemple, les règles à l'école, ça serait forcer toutes les écoles à respecter des normes de temps de réverbération pour les écoles, pour les salles de classe, pour les cafétérias. Donc, c'est des règles. C'est pas des règles pour les étudiants, c'est des règles pour les gérants de bâtiments, pour les commissions scolaires, si elles existent encore, je ne crois plus, mais en tout cas pour les. Donc c'est plus ce genre de règles-là qui vont faire, et si je fais la même analogie avec l'école, si c'est trop réverbérant, on peut imaginer du design sonore, de rajouter, de travailler sur des sons, des sonorités. Si c'est juste trop bruyant, parce que le système de ventilation est trop bruyant, parce que la route à côté elle est trop bruyante, et parce que c'est trop réverbérant, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais justement, Romain, est-ce que, justement, en tant qu'acousticien, est-ce que tu as l'impression qu'on vous sollicite suffisamment, justement, dans l'élaboration, justement, de ces lieux de vie scolaire? Et qu'est-ce qu'on met en place? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors moi, je suis pas acousticien consultant à temps plein, mais je l'ai été pendant une époque. Et là, avant de commencer, j'ai regardé sur le site des appels d'offres québécois pour voir un peu, mais je sais qu'en gros, moi, par exemple, d'expérience, quand j'étais consultant à temps plein, j'ai fait beaucoup d'universités, on fait beaucoup de gymnases et de piscines dans les établissements scolaires parce que c'est là où c'est complètement désastreux et parce qu'on n'y a pas pensé au moment de la construction, puis on se rend compte que c'est pas du tout, ça marche pas. Mais c'est rare qu'on voit dans l'appel d'offres de construction et surtout au début, au niveau du design, parce qu'une fois qu'on construit l'école, il y a eu quelques années avant la conception. C'est rare que même dans l'équipe de conception avec les architectes, qu'il y ait un acousticien qui soit mis dans l'équipe. Alors, des fois, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, je pense qu'un des problèmes, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais c'est que les architectes, ils n'ont pas eu cette sensibilité à l'acoustique et qu'il y a beaucoup de projets où ils n'auraient même pas besoin de faire appel à un acousticien parce qu'un acousticien, c'est un coût supplémentaire dans leur équipe, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens d'architectes qui me disent, moi, je ne peux pas rajouter un mandat d'acousticien dans mon projet parce que c'est un appel d'offres où c'est le plus petit soumissionnaire qui gagne et je ne vais pas me rajouter des honoraires supplémentaires. Et je pense que pour beaucoup de projets, surtout avec les normes et avec tout ce qui existe comme document,
un architecte, il devrait être capable de mettre en place certaines recettes, ce qui ferait qu'on aurait des salles acceptables, des salles de classe, des cafétérias, etc. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on n'en prend pas en compte. Il y a eu un livre il n'y a pas longtemps de M. Carignan sur c'est quoi l'avenir de nos écoles. Moi, je l'ai contacté direct en disant est-ce que vous aviez pensé à l'acoustique? Puis il a dit ah ouais, non, c'est vrai. Et je pense, on sait que l'acoustique, c'est le parent pauvre de l'architecture. Et ben, en fait, c'est la même chose dans les écoles. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'autres problèmes dans les écoles. Quand on voit tout le travail qui est fait en ce moment sur l'architecture des écoles, il y a beaucoup d'autres problèmes que l'acoustique. Donc, c'est difficile d'arriver en disant c'est l'acoustique le plus important. C'est pas vrai, c'est pas ça le plus important. Mais la réalité, voilà, on n'en prend pas vraiment en compte. C'est mon ressenti. Est-ce que, Valérie Srepo, est-ce que justement, comme on arrive dans un lieu où c'est tel quel, qu'est-ce qu'on décide de mettre en place pour pallier à ces manques qu'il peut y avoir ou ces espaces? On peut imaginer des cours de récréation qui sont entièrement en béton réverbérant, on peut imaginer même des salles de classe dans lesquelles il y a vraiment cet élément sonore qui est prédominant. Comment on prend ça en charge et qu'est-ce qu'on cherche pour pouvoir pallier à ces éléments-là? Est-ce qu'il y a des solutions immédiates? Alors en fait, ce que disait la personne, je me rappelle plus juste avant, c'est qu'effectivement, c'est peut-être le parent pauvre et que quand on arrive dans une vieille bâtisse comme Marie de France, enfin voilà, il y a des choses à gérer plus urgentes. Alors on en tient compte, hein, toutefois, je sais que là, il y a des travaux qui ont été faits. Par exemple, vous parliez des gymnases. Il y a des travaux qui ont été faits, je crois, en collaboration avec un acousticien, justement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de l'école parce qu'il y a d'autres priorités aussi. Je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez par rapport au volume sonore qui n'est pas... tout le monde n'a pas la même tolérance, c'est-à-dire que ce qui va être bruyant pour un professeur ne va peut-être pas l'être pour un autre, et on le voit, vous le remarquiez très justement, surtout dans les classes des plus petits, où il y a une tolérance, je vois Ingrid qui acquiesce, une tolérance au bruit certainement plus haute, et c'est vrai que du coup c'est difficile de mettre en place des règles, comme vous disiez, qui soient les mêmes pour tout le monde, puisqu'on n'a pas nous-mêmes individuellement déjà la même tolérance à cet environnement sonore. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Pascal et puis Vincent, du coup, dans cette démarche d'éducation musicale, c'est aussi une démarche d'éducation au sonore finalement. C'est pas que le musical. Quelle pourrait être la démarche? C'est finalement d'éduquer aussi au sonore le citoyen en devenir. Et on disait que c'était vraiment chez les plus jeunes que ça serait judicieux d'aller. Par quoi on va pouvoir démarrer. Pascal, tu as mis en place différents dispositifs à Marie de France. Et Vincent ou Pascal, est-ce que vous voudriez réagir justement sur ces stratégies de pédagogie au sonore, d'éducation musicale au sonore? Bien, disons, ce qu'il faut, quand on fait cette démarche où on veut intégrer l'éducation musicale et l'éducation relative à l'environnement, on poursuit en quelque sorte les deux mêmes les objectifs autant d'une éducation à l'environnement que celui du développement des compétences musicales. Et donc, on va profiter de la période de musique pour acquérir, par exemple, des connaissances sur l'environnement sonore, développer des attitudes, développer des compétences en résolution de problèmes. Et je vous donne un exemple pour que ça soit concret pour peut-être les personnes qui nous écoutent. Lorsqu'on parle, par exemple, d'apprécier l'environnement sonore comme une composition musicale, on peut très facilement, comme stratégie pédagogique, organiser une balade sonore dans l'école avec les élèves, c'est-à-dire qu'on marche silencieusement dans l'école et on écoute l'environnement sonore et on analyse. Alors, quel son est-ce que j'entends? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est doux? Pourquoi on a tel son ici? Et dans le fond, cette simple prise de conscience d'environnement sonore
et développent simultanément la compétence appréciée parce qu'on est dans une dynamique d'analyse de l'environnement sonore de la même façon qu'on analyserait une composition musicale. Quel instrument est-ce que j'entends ici? Quelle est l'orchestration? Est-ce que c'est dense? Est-ce que c'est clair? Et là, on peut faire toutes sortes de parallèles. C'est pas Pascal, tu voulais ajouter des choses. Ah, Pascal, Pascal, on n'en a plus. Peux-tu mettre le son? J'avais désactivé, excusez-moi. Oui, en fait, je rebondis sur ce que disait Ingrid dans la façon d'enseigner, d'éduquer au sonore. En fait, moi, je me suis beaucoup basée en fait, sur la posture ou sur les postures des élèves. C'est-à-dire d'abord observer comment ils fonctionnent. Et puis, il faut se dire de toute façon qu'un enfant, quand on lui pose la question, pour lui, c'est quoi le son? Il va répondre que c'est de la musique. Je veux dire, il n'a pas une analyse de la chose qui est plus poussée que ça. Donc, en fait, éduquer au sonore, c'est travailler sur sa posture, alors d'une façon créative, d'une façon sensible. C'est aussi s'apercevoir par l'observation que ces nouvelles générations naissent dans un environnement sonore qui est saturé. Donc, ils n'ont pas de point de comparaison avec autre chose. Donc, c'est leur permettre aussi, éduquer au sonore, c'est leur permettre de pouvoir comparer ce qu'ils vivent dans leur quotidien avec une autre chose qui pourrait justement changer leur manière d'entendre et de voir le monde. Et quand je parlais de pollution sonore aussi, c'est aussi lutter contre des modèles et des habitudes finalement qu'ils ont prises par défaut. Et tout ça passe par une sensibilisation, c'est-à-dire se questionner sur qui on est, comment on perçoit, quel est le besoin ou quels sont les besoins des enfants, parce que ce ne sont pas tous les mêmes. Et puis proposer, moi je reviens sur l'idée de zone dont parlait Romain tout à l'heure, moi je fonctionne un petit peu pareil, c'est-à-dire proposer, je pense que c'est essentiel dans les écoles de proposer des zones et surtout de permettre aux élèves de ne pas être ignorants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur explique et qu'ils prennent conscience, ils ne sont plus ignorants, ils savent, ils connaissent les problématiques. Et après, c'est à eux de choisir finalement les orientations qu'ils vont prendre ou ne pas prendre par rapport à cette éducation sonore. Et puis moi, j'y apporte aussi un élément que j'aime beaucoup, que je retrouve dans le travail de Catherine Guastavino, tu me diras Romain si j'ai écorché son nom ou pas, qui apporte une dimension poétique justement à tout le travail qu'elle a engagé autour de la ville, parce que bien souvent, il y a une distance, voire une opposition entre le visuel et le sonore. Donc c'est aussi ça, éduquer au sonore. Voilà. Puis bon, moi, évidemment, la créativité, pour moi, est essentielle dans tout ce qu'on peut développer comme outil. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous répondez toujours, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une bonne réponse. Heureusement qu'on est là pour échanger. Un élément qui est quand même particulier et qui est vraiment inhérent aux écoles, c'est quand même l'aspect collectif. Parce qu'en fait, on serait un travail individuel, il y a des choses qu'on peut faire avancer individuellement, mais la grosse problématique quand même de l'école, c'est ce collectif. Et donc de se vivre ensemble et de cette prise de conscience commune. Et donc, c'est l'heure, Vincent, tu évoquais, c'est un peu comme quelque part un orchestre en permanence. Mais comment ces joueurs dans l'orchestre peuvent justement trouver un équilibre entre leurs différentes perceptions justement de ce sonore? Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir l'aborder qui pourrait être quelque chose de collectif? Et là, je vois Romain qui sourit parce que je crois que dans ton expérience même de ville sonore, tu fais vivre un collectif quand même ces expériences-là. Comment un collectif, on peut arriver à ce qu'il y ait une transformation malgré tout? Il y a des possibilités. Comment, je pense qu'on vient d'en parler, la sensibilisation au bruit, à l'environnement sonore, je pense qu'elle est essentielle de le commencer auprès des enfants, mais aussi de le faire auprès de tout le monde. Et moi, j'ai une expérience d'être le technicien en contrôle du bruit, donc pour la ville de Montréal, de répondre aux plaintes,
et d'avoir à gérer à la fois des citoyens, des gens qui faisaient des plaintes ou des citoyens corporatifs qui généraient du bruit, des élus, des décideurs. Et on se rend compte que cette sensibilité aux enjeux du bruit, donc les effets du bruit, alors moi je dis souvent bruit au lieu du son, vous l'avez remarqué, c'est une déformation professionnelle, mais là pour le coup c'est du bruit parce que c'est du son qui va déranger les gens. Cette sensibilité-là aux enjeux du bruit, sur la santé, sur le bien-être, même un minimum de compassion, d'empathie par rapport à ça, puis une façon d'essayer de régler le problème sans forcément parler en termes d'acoustique, de réduire le niveau de bruit. Ça, en fait, il y a plein de gens qui manquent certaines notions et ils n'ont pas ces notions-là pour juste engager une discussion et tous ensemble essayer de régler le problème. Et c'est ça, là, on parle je pense que c'est vraiment le cœur d'aller développer des outils pour les enfants parce que c'est les citoyens de demain. Voilà, mais en fait, à grande échelle, en termes d'un collectif, l'analogie de l'orchestre, elle est moi, je rigolais de l'analogie de l'orchestre parce que dans un orchestre, généralement, ils travaillent dans un super bon environnement acoustique. Alors, c'est super dur un orchestre de cohabiter, de jouer ensemble, mais ils ont un chef d'orchestre que tout le monde écoute assez bien, et deux, ils sont dans un très très bon environnement acoustique, donc ils sont dans des super bonnes conditions. Donc en fait, moi j'imaginais, quand je pense pour moi quasiment une école, c'est plutôt, je vois plutôt comme une mini-ville. En tout cas, c'est comme ça que je vois Puis en disant, ok, dans une ville, on a ceux qui font du bruit, ceux qui sont les chefs, etc., les moins chefs, il y a les directeurs, le maire, etc. Et ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Comment on fait pour régler le bruit en ville puis, alors, encore une fois, j'ai dit bruit et pas son. Mais à mon avis, encore une fois, c'est la sensibilisation, trouver les bons outils, les bonnes façons d'en parler. Catherine Guastavino, elle travaille là-dessus depuis des années. Donc, elle est professeure à McGill sur les enjeux des paysages sonores. Ils ont fait beaucoup de travail sur comment on parle des enjeux du bruit, comment on parle du sonore, et juste trouver un vocabulaire commun et commencer à trouver des solutions, mais d'abord sur comment on discute de ça, comment on parle de ça, c'est vraiment la base. Alors, ça serait ça ma piste de solution, de commencer à développer des outils. Et concrètement, là, sinon, on est des gens qui on s'implique là-dedans, développer des outils pour tout le monde, pas juste, là, on parle des enfants, mais pour tous les différentes personnes impliquées. Et puis après, les confronter un peu à ça, et puis voir ce qu'on peut trouver comme solution. Vincent? Bien, je pense que vraiment Romain a bien a mis le doigt là, sur la question de la sensibilisation de la population. Tout à l'heure, Romain, tu parlais dans les appels à projets en architecture, il y a souvent peu de considération pour le sonore, ou en tout cas, elle est très minimale, mais c'est parce qu'il n'y a pas de demande non plus. Ouais. Et donc, je pense que là, c'est la sensibilisation de la population. Évidemment, l'école, c'est une porte d'entrée et c'est celle qui est peut-être la plus accessible présentement parce qu'on n'a pas, dans le domaine du son, les moyens de faire des campagnes promotionnelles à grande échelle. Et c'est assez étonnant parce que, par exemple, Murray Schafer a eu dans les années 60-70 quand même beaucoup d'influence sur la rédaction des programmes d'études au Canada et un peu partout à travers le monde, mais ça ne s'est pas vraiment développé, l'initiation à l'environnement sonore dans les pratiques de l'enseignement de la musique, par exemple. Et je pense que cette sensibilisation-là, elle se fait sur le moyen et le long terme. On ne peut pas seulement faire une activité une après-midi. Il faut développer ses capacités d'écoute, développer cette sensibilité ou l'intérêt même pour écouter l'environnement sonore parce que depuis l'enfance, je crois qu'on apprend à ne pas justement écouter cet environnement sonore. On filtre et on sélectionne les sons qu'on veut bien entendre, mais on a appris à tolérer justement le bruit jusqu'à la situation dans certains endroits où on a une saturation de l'environnement sonore qui est même dangereuse pour la santé. Ingrid, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça justement? Est-ce que quand tu mets en place ce projet justement du GRAP, est-ce que il y a une ouverture des enseignants ou est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on a des freins aussi? Est-ce que cette prise de conscience, est-ce qu'ils sont tout à fait ouverts à modifier ces habitudes? Mais c'est ça, je pense que c'est difficile parce que effectivement, comme Valérie Estrepo le disait, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres priorités, il y a des choses qui sont à faire dans l'immédiat dans une école et donc l'environnement sonore arrive souvent en arrière-plan parce que les impacts de cet environnement-là
sont rarement directs, c'est des impacts indirects. Donc, ils sont moins évidents c'est moins évident de mettre le doigt dessus et de montrer qu'ils ont une influence qui peut être négative. Et puis, ils sont aussi plus difficiles à gérer parce qu'effectivement, il y a plein d'individualités qui doivent coexister, qui vont le percevoir de manière différente. Il y a des études qui montrent, par exemple, notamment, je vous disais, les jeunes élèves surtout ne se rendent pas compte de l'impact que le bruit peut avoir sur eux. Donc, on a des études qui montrent que quand on met des élèves de 3e année primaire dans des environnements bruyants, quand on leur demande de faire des tâches d'apprentissage, ils vont rapporter qu'ils n'ont pas du tout été gênés par le bruit, mais ils peuvent avoir jusqu'à 30% de baisse dans leurs résultats. Donc, il y a des impacts, mais ils sont très difficiles à mettre en valeur. Donc, ça, c'est une difficulté. Je voulais reprendre ce que Pascal disait. Pascal disait qu'elle croyait à l'importance de créer des zones et des différentes zones dans les écoles, qui peut permettre aussi aux personnes avec des sensibilités différentes d'aller chercher eux-mêmes des endroits où ils se sentent bien sans contrôler tout le monde, parce qu'effectivement, on a des personnes qui se sentent bien aussi avec du bruit, qui ont besoin du bruit. Et comme vous le disiez, on a surtout les élèves urbains qui sont nés dans le bruit. Et je ne sais pas, justement, ça c'est une question qu'on peut garder pour la fin, mais la ville aujourd'hui, en quarantaine, il y a beaucoup, beaucoup moins de bruit, et ça ne m'étonnerait pas qu'on a beaucoup de personnes anxieuses qui vivent ça pas super bien, en fait. Donc, l'absence de bruit d'un coup, elle est difficile à gérer aussi. Donc, l'idée des zones, de pouvoir avoir au sein d'une école une zone qui est dédiée au calme, pas nécessairement le silence complet parce qu'il peut être en lui-même anxiogène, mais ça peut faire une grosse différence. Et j'aimerais bien vous lire 2 témoignages d'élèves qui proviennent d'une école à Sherbrooke où on a mis en place une salle calme qui s'appelle la salle L'Ancrage, qui a été testée pendant 1 an auprès des élèves. Et il y a une élève qui dit, elle dit « J'adore être là avec mes amis, c'est vraiment rassurant de savoir que maintenant, il y a une place dans mon école où je peux relaxer et ça c'est important je trouve, et où je serai respectée si je ne veux pas entendre du bruit et juste être dans ma bulle. » Et donc, c'est cette notion-là de se dire, si moi je suis quelqu'un avec un besoin de silence et de calme plus fort que mes collègues, ben je suis respectée et on a pensé à moi et on a créé un endroit où je vais pouvoir être. Une autre élève dit, moi j'ai une meilleure humeur en général parce que maintenant je sais que si j'ai besoin de silence et d'un moment de relaxation, je peux toujours aller à l'ancrage. Et l'étude qu'on a faite avec cette école-là, elle nous montre que la majorité des élèves, ils ne vont pas visiter cette salle calme, ils ne l'utilisent pas. Mais la majorité des élèves, même ceux qui ne la visitent pas, sont très contents que la salle existe. Ils sont contents parce qu'ils se rendent compte que ça fait du bien à certains autres élèves et parce qu'eux-mêmes se disent « j'ai une soupape de sécurité, je sais qu'il y a un endroit où je peux aller, mon école pense à moi, l'établissement pense à moi et il y a cette possibilité-là ». Et le fait de savoir qu'il y a cette possibilité-là, déjà, ça soulage. Et ça rend conscient qu'il y a une autre réalité sonore possible que celle de cet environnement, oui, je vais utiliser bruyant aussi, cet environnement bruyant habituel. Est-ce qu'on peut penser du coup que nous n'avons plus de frontières, de zones à part en tant qu'individu à cause du sonore finalement? Est-ce que ces zones ont été... ces frontières ont été franchies? On dit souvent qu'il y a les zones de mise à distance selon les cultures physiquement, mais est-ce qu'on en serait rendu à une société où finalement il n'y aurait plus ces zones-là, ces bulles qui est individuelles? Par rapport à ce que tu évoques, Ingrid, justement, on est dans un bain commun en permanence et puis retrouver sa bulle à soi, son expérience, son univers sonore, son identité sonore propre, est-ce qu'elle existe encore?
Et là, je me dis peut-être que, Pascal, tu peux évoquer peut-être un travail que tu as pu faire avec les élèves, justement, par rapport à certains jeux, de comment que tu as pu mettre en place au sein de l'école. Moi, ce que je cherche à faire très, très clairement dans le travail que je propose aux enfants, c'est d'abolir un petit peu la notion de modèle. Je parle des modèles sonores et musicaux que nous impose finalement la société. Parce qu'on n'est pas sans savoir que le son conditionne et donc tout ce que les enfants vont être amenés à écouter, voilà, que ce soit les musiques actuelles ou autres, on va dire qu'on n'a pas, c'est un schéma qui est proposé, voilà, c'est un schéma, c'est un modèle qui est proposé. Donc moi, dans les activités pédagogiques, créatives, musicales, interdisciplinaires que je leur propose, je leur permets de faire leur propre choix. C'est-à-dire qu'en travaillant très fortement avec justement l'improvisation, puisque je suis, comment dire, je pratique moi-même cette musique-là, donc l'improvisation libre. Je leur donne un cadre qui est toujours en lien avec une thématique sonore, à l'intérieur de laquelle ils vont eux-mêmes choisir leur orientation sonore et musicale. Donc, à travers ce type d'activité, on peut travailler. J'avais travaillé avec des élèves sur l'archéologie sonore, c'est-à-dire c'était un projet intergénérationnel où ils questionnaient leurs parents sur un objet sonore qui leur avait plu, mais que les enfants ne connaissaient pas. Donc, voilà, découvrir la richesse sonore finalement d'un objet qui n'existe plus, en faire du son, de la musique avec, le comparer avec l'objet s'il a évolué. Bon, je prends comme ça le moulin à café. Voilà, plus parce qu'on s'aperçoit que dans notre société, il y a une uniformisation du sonore. Et toujours à l'image la personne qui fait passer les différents aliments sur le tapis de la caisse et ils font tous bip. Pourtant, un sachet de chips, une boîte de conserve, ça n'a pas le même son, ça n'a pas la même réaction. Et pourtant, quand on le passe, ça fait toujours bip. Donc voilà, c'est un petit peu lutter contre cette vision-là du sonore, voilà, qui est uniformisée, mais même dans les musiques, on va dire, populaires que les enfants écoutent. Vincent, est-ce que tu pourrais, je sais que tu travailles notamment avec Idaho autour du phonophone, donc une approche du sonore vraiment sur la texture, sur la morphologie du son. Donc c'est aussi une approche éducative j'ai envie de dire, là on va aller vers l'autre Schaeffer, oui, avec son solfège sonore, un autre monsieur Schaeffer qui a aussi fait découvrir le son d'une autre façon. Donc, à travers le phonophone, il y a vraiment aussi cette approche éducative du son, d'amener les enfants, notamment, et donc toutes les générations, mais les enfants. Est-ce que tu peux... certainement. En fait, le travail avec Phonophone, qui est une application iPad, iPhone, bon, il y a d'autres développements qui sont en cours, mais c'est très onéreux là, de faire ces développements-là. C'est vraiment comme un petit studio de musique électroacoustique, mais absolument simple et intuitif. Alors, en classe, parce que vous parliez du collectif tout à l'heure, donc on travaille en pédagogie musicale collective. Chaque élève a sa tablette et donc le principe de Phonophone, c'est vraiment de créer avec les sons aussi simplement qu'on dessine sur une feuille de papier. Donc, les élèves, on importe un son dans l'appareil et on peut, avec différents outils de transformation, accélérer, ralentir, inverser. Donc, comme on fait musique concrète, musique électroacoustique. Et ce qui est intéressant, en fait, aussi avec cette application-là, c'est qu'on peut enregistrer les sons de notre environnement. Et à partir de là, sélectionner des sons et ensuite faire collectivement des créations sonores, vraiment dans l'esprit des pédagogies d'éveil françaises, donc avec les instruments Bachet, par exemple, sur le plan acoustique, mais là, on a une approche complètement électronique. Et
Donc, on a un site Internet. On pourrait laisser peut-être sur la page là, les références pour aller voir cette application-là. Mais donc, on peut faire des projets. Par exemple, si on a un projet ou même dans l'école, un projet interdisciplinaire sur la thématique de l'eau, où on pourrait s'informer sur le cycle de l'eau, la pollution de l'eau, tout ça. Et en musique, on pourrait, avec Phonophone, par exemple, inventorier, répertorier différents sons d'eau, hein, de la pluie, un ruisseau, des vagues, la glace, donc toutes sortes d'états de l'eau. Et à partir de tous ces sons-là, donc, faire une création sonore. Donc, c'est comme ce genre de lien-là qu'on peut faire, donc partir peut-être de considérations physiques ou scientifiques et en arriver à un traitement esthétique en classe de musique. En fait, c'est toujours, il ne faut pas l'oublier, en musique, on travaille l'esthétique. Mais à travers ça, quelque part, on part de l'élément sonore, mais ça va toucher toutes les zones aussi des autres disciplines, parce que quelque part, c'est aussi ouvrir le citoyen à une autre écoute du monde et de faire les liens justement avec, on parle de l'eau, mais est-ce que ce ne serait pas un moyen d'aller faire des liens avec le cours de sciences naturelles également? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments avec la physique? Peut-être que c'est aussi ce travail de transversalité qui peut peut-être être développé. Pascal, je pense que c'est des choses que tu as développées. Voilà, tout à fait. C'est ce que je défends dans ma pédagogie, c'est-à-dire que l'éducation musicale, ou je dirais même l'éducation sonore, puisque je vais jusqu'à transformer l'expression, sachant que le sonore, ça peut être de la musique, ça peut être du bruit, ça peut être la parole. Donc, c'est que pour moi, l'éducation sonore, c'est un pont transdisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, donc qui tend ses ramifications dans toutes les autres disciplines que propose donc l'éducation. Et donc, à chaque fois que je crée un projet avec les enfants, il est systématiquement on va dire croisé avec une autre discipline. Donc j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup, je trouve ça passionnant sur, on parlait de relief du son justement. Donc je fais beaucoup d'analogies entre le relief du son et le relief en géographie, en faisant justement circuler la terminologie géographique pour en décrire le son. Donc un son granuleux, sableux, voilà, des choses comme ça, justement pour éveiller la curiosité des élèves et les doter d'un vocabulaire sonore riche. Voilà. Est-ce que ça serait utopique, Madame Restrepo, d'envisager l'école directement par l'entrée du sonore finalement, puisqu'on voit que ça peut aller toucher toutes les matières? Je vais aller pousser jusqu'au bout parce que je pense que c'est possible. Parce que si on revient quand même au départ, le son, c'est quand même, et l'ouïe, c'est le seul sens qui ne fonctionne pas en in-off. Et là, ça veut dire que c'est celui qui est finalement notre espace transitionnel permanent et qui permet qu'on est dans un bien-être. Là, je fais un peu référence c'est un volet un peu psychanalytique, mais ce que nous évoquait Winnicott avec l'objet transitionnel, finalement, le son est un peu l'espace transitionnel. Et donc, finalement, le son est là en permanence. Et donc, est-ce que ce ne serait pas l'entrée dans nos écoles de passer directement par le son, par tout ce que ça peut avoir? À partir du moment où on y pénètre, il y a un environnement. Visiblement, comme nous l'évoque Pascal et nous l'évoque Vincent et Ingrid, puis l'ensemble, vous nous évoquez le fait que ça peut être conduit partout en transversalité, mais qu'on peut être dans la communication, c'est le mode d'entrer en relation avec chacun. Est-ce que ça pourrait pas être une porte d'entrée? Ah si, tout à fait, ça pourrait être une très bonne porte d'entrée. Après, les enseignants ont la liberté pédagogique d'introduire les notions comme ils l'entendent, à partir du moment où c'est pas farfelu. Donc, c'est une très bonne entrée. Voilà. Je reviens aussi sur la nécessaire formation des enseignants, cette éducation au son, elle doit passer automatiquement par une sensibilisation, une formation aux enseignants que Pascal a dirigé, je dirais,
avec brio lors des réunions pédagogiques, grâce à Vincent aussi, à ses balades sonores on a énormément apprécié à l'école. Et je crois que voilà, c'est un travail de longue haleine. Alors, utopique, non, pour répondre à votre question. Après, voilà, il faut remettre en cause sa façon de travailler. C'est pas toujours évident, mais toutes les entrées, comme vous le disiez, sont possibles par les sciences, par la géographie, la découverte du monde, par la littérature, par la poésie, voilà. Donc oui, c'est possible, ce n'est pas utopique. Après, voilà, c'est aux enseignants aussi de prendre ces initiatives et guider un petit peu au départ, voilà. Est-ce que, Romain, en étant acousticien, justement, et puis dans toute la démarche qui est menée au Cormit, est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de stimuler, de secouer vraiment, justement, par rapport à… Parce que c'est vraiment le cœur de ta pratique aussi, sur l'aspect du bruit, mais du son aussi. Est-ce que on a envie de réveiller des consciences par rapport à ça et on se dit que c'est possible? Moi, je vois beaucoup alors, je vois peut-être deux approches là auxquelles je pense. Celle déjà d'avoir des outils pour illustrer et documenter l'environnement sonore. Donc, en fait, ça peut être des marqueurs, des repères, juste indiquer les zones qui sont bruyantes ou pas, enfin, avec différents environnements sonores, mais des outils peut-être un peu plus technologiques qui vont permettre de caractériser l'environnement sonore et qu'on va utiliser pour documenter et illustrer dans une école. Concrètement, ça, c'est la zone plus bruyante. Puis voir comment ça évolue, avoir cette analyse-là. Donc ça, c'est plus d'un point de vue quand on est gestionnaire d'école, on va dire. Et puis sinon, les outils, je pense Vincent il en a parlé, la création, être capable de donner des outils pour créer du contenu sonore. Puis ça, j'imagine, ça peut s'appliquer dans tous les domaines parce que tout le monde, tous les enfants doivent faire des posters, des devoirs, des images et utiliser un logiciel. Il y a un micro que maintenant, via des micros, tous les téléphones ont des micros, mais même si on n'a pas de téléphone, on peut avoir des micros qui coûtent pas cher. Et demander, au lieu d'écrire quelque chose, de s'enregistrer, de faire un petit montage, soit si c'est pour une présentation ou aller dans l'enregistrer dans son jardin et de faire du montage comme on fait du montage audio pour un film. Je pense que c'est quelque chose qui est, alors peut-être pas pour les enfants de 5 ans, mais il y a beaucoup de potentiel avec ça. Et moi, je vois l'analogie. Pardon ? Pour les enfants de 5 ans aussi. Pour les enfants de 5 ans, ben, j'ai pas d'enfants de 5 ans encore. Non, mais on a fait des devinettes sonores avec enregistreur numérique et casque. Donc, ils sont voilà, c'est possible. Et c'est ça. Et puis, il y a énormément de potentiel parce que, c'est juste une initiation à ça. Quand moi, je fais l'analogie, mon corps de métier, j'ai beaucoup d'interactions avec les architectes qui font et des urbanistes, ils font des magnifiques rendus. Et en fait, aussi en règle générale, les décideurs vont avoir des beaux rapports, des rendus, surtout pour les projets d'aménagement ou les projets d'architecture, des très beaux rendus visuels, des photos 3D, etc. Et on commence juste à essayer de faire rentrer des notions d'environnement sonore, leur faire écouter ce que serait leur environnement, l'environnement sonore du projet qui est en train d'être construit justement souvent pour justifier le fait qu'il faut mettre du traitement acoustique, parce qu'on leur dit si vous laissez ça comme ça ne va pas bien sonner, parce qu'un rapport et un tableau qui comparent une norme, c'est pas suffisant. Donc cette sensibilisation-là peut se faire avec du contenu. Et puis donc c'est ça. Donc je vois deux choses, mais moi j'ai plus la vision en termes d'architecture, comment on implémente ça. On pourrait imaginer des solutions qui peuvent se déplacer, temporaires ou semi-permanentes qu'on installe, qui soit créent une sorte de bulle sonore. Donc, on va rajouter du son. Et puis ça, c'est l'approche du projet justement à McGill Ville Sonore, où on dit que des fois, on peut rajouter du son et ça peut améliorer la qualité de vie. Donc, on n'est pas juste on réduit le bruit, parce que réduire le bruit, ça coûte cher. Réduire le bruit, rajouter l'isolation, rajouter des panneaux acoustiques, souvent, ça coûte trop cher quand on ne l'a pas fait au moment de la conception. Alors, c'est sûr que faire du design, faire qu'à chaque fois qu'on passe un aliment différent, ça fait un son différent au supermarché. Ou plutôt l'analogie de à chaque fois que, je sais pas, qu'il y a un son que chaque enfant peut générer, puis est capable de synthétiser son propre son, puis qu'à un moment donné, il peut mettre en avant son identité sonore, j'en sais rien. Donc ça j'ai l'impression que technologiquement, il y a énormément de potentiel. L'autre point, moi, que je trouverais vraiment pertinent, et encore, j'essaie avec mon raisonnement de l'école, c'est une petite ville,
Et puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'il y a encore un enjeu pour la ville, c'est comment on s'approprie l'espace public et l'espace sonore, l'environnement sonore public. J'ai l'impression que tous les jeunes, chaque nouvelle génération de jeunes s'approprie les outils technologiques. Moi, quand j'étais jeune, j'avais mon premier téléphone, je pouvais changer ma sonnerie. Et c'était vraiment ma plus grande fierté de pouvoir changer ma sonnerie, d'avoir ma propre sonnerie de téléphone. Et les gens pouvaient l'entendre. Mais je veux dire, maintenant, les instruments, que c'était des instruments de musique ou des enceintes portables ou n'importe quoi, être capable de dire, moi, je me réapproprie l'espace sonore, je fais du bruit, enfin, je fais ma musique. Et puis, c'est quoi les limites de ça? Et commencer à discuter sur ce débat-là. Je trouve ça vraiment pertinent. Et je pense qu'il y a un potentiel pour les écoles, notamment des espaces où on pourrait avoir un lieu où les gens pourraient faire écouter leur propre musique avec certains contrôles. Là, je suis en train d'amener tranquillement, pas vite, un projet que j'ai fait il y a quelques années au Parc du Portugal qui s'appelle Musikiosque, où en fait, on s'est rendu compte que… on s'est rendu compte. Notre idée, c'était une installation sonore où le contenu audio, il n'était pas du tout programmé. C'était les gens qui venaient avec leur propre contenu audio et qui l'écoutaient. Il y avait certaines contraintes en termes de niveau sonore et le fait que le son restait dans le petit kiosque. Et on a vraiment montré avec des questionnaires et puis avec des mesures que oui, on a un peu augmenté le niveau de bruit, donc le niveau de mesuré, mais au final, il y a eu une réappropriation de l'espace, que les gens qui étaient déjà là n'ont pas vraiment été dérangés et qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont apprécié l'espace. Et ça, j'imagine, je trouverais intéressant de voir comment on peut l'implémenter, par exemple, dans une école. Ouais, finalement, on a vraiment besoin d'identifier notre identité sonore, de se la réapproprier pour pouvoir mieux y vivre dans cet univers-là. Je ne sais pas, Ingrid, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je vois qu'on arrive au bout. Je pense que cette notion d'identité sonore, elle est centrale aussi. Et puis, je voulais rajouter, Romain, que cette idée de pouvoir l'affirmer aussi, ça fait partie des projets futurs dans ces salles calmes, d'avoir des environnements sonores que les élèves programment eux-mêmes. Donc, ils peuvent venir programmer leur environnement sonore calme, et que le fait de pouvoir être acteur de son milieu sonore est important. Et puis, ce que Romain a dit, Pascal, tu le nommes souvent aussi, c'est de pouvoir développer un langage autour du son et de ne pas être juste dans quelque chose s'il y a du bruit ou il n'y a pas de bruit, c'est plus ou c'est moins fort, c'est tellement plus large que ça. Et tant qu'on n'a pas un vocabulaire commun autour de ces notions-là, qui englobe tout ce que le son veut dire, pas seulement en termes de volume, mais en termes d'identité, d'émotion, d'affectif, mais on n'avancera pas beaucoup plus. Donc, ce langage commun, j'y crois très fort aussi. Et les outils que Vincent développe pour que les jeunes puissent s'approprier les sons, mais je pense qui nous amène vers ça, justement. Oui, tout à fait. Mais écoutez, formidable, on va continuer à s'approprier notre univers sonore, à vraiment y placer notre identité propre à chacun, et puis de se réapproprier vraiment ces univers-là. Je crois que c'est vraiment ce qui est important. Peut-être on va pouvoir mettre les liens justement sur l'ensemble des documents vers le phonophone. Je pense que Musikiosque aussi, il y a des documentations qu'on pourrait mettre le lien par rapport à ce qui existe, le GRAP aussi. Il y a des informations, je pense qu'on pourrait renvoyer à ces liens-là pour que l'ensemble des personnes qui vont regarder après ce moment-là vont pouvoir retrouver ces références-là. Ça fera avancer, je crois, bien les choses. Il faut informer et faire connaître le plus possible. Mais je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage de ces approches autour de l'éducation musicale et du sonore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, donc je vous dis merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Oui. Merci Pascal. Édition de la semaine du son. Bien, au revoir. Au revoir.